Une fillette disparaît en pleine journée. L'affaire stagne pendant des années lorsque le prédateur refait surface. Commence alors un macabre jeu de piste et si les policiers ne le gagnent pas, c'est un autre enfant qui sera tué. Aujourd'hui, la triste histoire d'April Tinsley. Nous postons de nouveaux faits divers inédits chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. La petite April Mary Tinsley est née le 18 mars 1982 et vit à Fort Wayne, dans l'Indiana. Sa mère, Janet Tinsley, avait toujours rêvé de devenir mère. Elle disait à tout le monde que le jour où elle aurait son premier enfant, ce serait une petite fille aux cheveux blonds bouclés et aux yeux bleus. Elle a eu ce qu'elle voulait. April était une petite fille timide, douce et lumineuse. Elle était appréciée de tous. Et le 1er avril 1988, qui était donc un vendredi saint, les enfants avaient donc quitté l'école plus tôt que d'habitude. April, du haut de ses 6 ans, était donc rentrée chez elle pour déjeuner avec sa mère. Elle lui avait demandé si elle pouvait aller jouer chez son amie, Nicole. Sa mère lui avait donné l'autorisation à la condition qu'elle soit rentrée pour 15h30, à la limite 16h, afin d'éviter la pluie qui avait été annoncée à la météo ce jour-là. Elle lui avait également demandé de l'appeler une fois qu'elle serait arrivée chez son amie. April s'est donc mise en route pour aller chez son amie, qui habite à seulement quelques minutes de chez elle, et une fois arrivée, elle a appelé sa mère comme convenu. Sa mère lui a alors rappelé qu'elle devait être rentrée pour 16h, et plus tard, vers 16h, comme April n'est toujours pas rentrée, Janet, inquiète, appelle la mère de Nicole pour lui demander si April est chez elle. Elle lui répond que non. Elle lui explique qu'au début, les fillettes jouaient à l'intérieur, à la maison, mais qu'elles étaient ensuite allées jouer dans un parc à côté de la maison. En effet, les deux fillettes étaient allées jouer au parc et vers 15h, toutes les deux ont décidé de partir, de quitter le parc. Nicole voulait aller chez une autre de ses amies et April, quant à elle, devait être rentrée car encore une fois, sa mère lui avait demandé d'être à la maison pour 16h. Et peu de temps après avoir quitté le parc, alors qu'elle prend la direction de son domicile, April se rend compte qu'elle a oublié son parapluie chez Nicole. Elle décide donc de retourner chez Nicole pour le récupérer, et c'est une fois le parapluie récupéré que les deux fillettes se séparent. Et malheureusement, la petite April ne rentrera jamais chez elle. Elle vient de disparaître en plein jour, et son histoire entre à la ville de Fort Wayne pendant des décennies. Pour l'heure, quand elle apprend que sa fille n'est pas chez Nicole, Janet panique. Son époux Michael, elle, ainsi que d'autres parents du quartier se mettent à rechercher April. Ils fouillent le voisinage, mais après plusieurs heures de recherche et toujours sans nouvelles de la petite, vers 18h, Janet décide d'appeler la police. Heureusement, les policiers prennent l'affaire très au sérieux et réagissent rapidement. Ils se rendent immédiatement donc chez elle pour faire un rapport. À leur arrivée, Janet leur donne une photo d'April. Elle leur décrit ce qu'elle portait ce jour-là, une veste rose et rouge, un col roulé bleu, un pantalon bleu clair avec 3 cœurs sur la jambe gauche ainsi que des tennis roses. Les policiers se mettent alors à la recherche d'April. Ils retracent ses derniers faits et gestes et fouillent une zone de 20 pâtés de maison aux alentours de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. Mais une fois la nuit tombée, ils doivent se rendre à l'évidence. April a probablement été kidnappée. La nouvelle de sa disparition se répand rapidement dans toute la ville et les habitants de Fort Wayne sont sous le choc. 3 jours après, un homme qui faisait son jogging le long de la route du comté 68 découvre le corps d'une fillette dans un fossé. Il contacte la police qui arrive rapidement sur les lieux. C'est April. Elle a été retrouvée à 32 km de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois et a été rapidement identifiée grâce à la photo et à la description des vêtements qu'elle portait qui avaient été donnés par sa mère. Les indices semblent indiquer qu'elle a été tuée ailleurs et qu'on a déposé son corps à cet endroit. Elle est entièrement habillée, mais il lui manque une chaussure. L'autopsie révèle qu'elle a été agressée sexuellement
étranglée à mort et qu'elle a été placée là 4 heures avant la découverte du corps et qu'elle est morte depuis au moins 1 ou 2 jours. À cette époque, rappelons-le, les années 80, les analyses ADN n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Heureusement, la police a quand même collecté des indices scientifiques car ils pensaient que cela leur permettrait de rayer certaines personnes de la liste des suspects. Selon la police, l'endroit où a été retrouvé le corps laisse penser que le coupable connaissait bien les lieux et qu'il est probablement un habitant de Fort Wayne. Ils pensent également que le tueur voulait que le corps soit découvert et comme il manquait une chaussure d'April, la police a fouillé les environs de l'endroit où le corps a été abandonné à la recherche de la seconde chaussure. Et ils l'ont retrouvé à 243 mètres de l'autre côté de la route. La police suppose que le tueur avait fui rapidement les lieux en voiture, mais qu'il s'était rendu compte que la chaussure était restée à l'intérieur du véhicule. Il l'aurait donc jetée par la fenêtre d'un véhicule en marche. De nombreuses personnes se sont alors manifestées pour donner des informations à la police, dont une femme qui affirmait avoir vu une fillette ressemblant à April, seule, à l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. Elle explique que la petite fille avait traversé la rue et qu'un pick-up bleu s'était arrêté à côté d'elle. Elle dit ne pas savoir si l'enfant est entré dans le pick-up de son plein gré ou non, car la seule chose qu'elle a vue, c'est la portière s'ouvrir et ensuite l'enfant avait disparu. Elle ajoute également que la fillette ne semblait pas effrayée et que le conducteur agissait de manière calme et nonchalante, ce qui lui avait fait penser qu'ils se connaissaient. Et c'est pour cette raison qu'elle n'a pas appelé la police. La police lui a demandé de décrire le conducteur. Elle leur a dit que c'était un homme blanc d'une 30aine d'années, aux cheveux cendrés et ondulés. Un portrait robot est alors créé à partir de ces informations et il est diffusé dans les médias. Les habitants de la ville sont terrorisés à l'idée qu'un pédophile meurtrier soit en liberté. De nombreuses personnes se manifestent affirmant avoir des informations sur le responsable de la mort d'April. La police étudie toutes les pistes et est forcée de constater qu'un nom revient souvent, celui de Moose. De nombreuses personnes suspectent ce Moose d'être la personne qui a tué April. C'est un membre de gang qui ressemble énormément au portrait robot et qui vivait près de l'endroit où April a été kidnappée. De nombreuses personnes affirment que plusieurs semaines avant la disparition d'April, ce Moose avait vu 2 fillettes jouer dans un parc et il aurait dit qu'il voulait en attraper une pour l'agresser sexuellement. Beaucoup d'habitants de la ville pensaient également que le gang auquel appartenait ce Moose était en réalité un gang satanique. De plus, la femme qui avait aidé à dresser le portrait robot avait reconnu Moose parmi plusieurs photos lors de la séance d'identification organisée par la police. À ce moment, la police pense avoir attrapé son homme. Certes, il n'avait pas de pick-up bleu, mais il avait accès à un pick-up bleu. Cependant, les policiers n'avaient aucune preuve contre lui et ils ont donc continué à le surveiller, mais progressivement ont dû se rendre à l'évidence, ce n'est pas leur homme. Les policiers ont donc tourné leur attention vers les prédateurs sexuels des environs, mais ça n'a rien donné. Malheureusement, 2 ans passent sans que l'enquête ne connaisse de quelconque avancée. Jusqu'au 21 mai 1990, lorsqu'un jeune homme appelle la police et leur annonce avoir trouvé un message alarmant écrit sur la grange de sa famille, grange qui se trouve à seulement 16 km du lieu où le corps d'April avait été retrouvé. Et le message disait « J'ai tué April Marie Tinsley, 8 ans, et je tuerai à nouveau ». On pourrait penser que c'est une mauvaise farce, mais cette éventualité est rapidement écartée car le message contenait une information qui n'avait jamais été révélée au public. Il était ajouté « Avez-vous trouvé sa chaussure ? Ha 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 ». Le message était bourré de fautes d'orthographe, ce qui pouvait faire penser que la personne qui avait écrit cette note ne savait pas très bien écrire. Cependant, la police a fait analyser le message
et il a été conclu que l'auteur de la note faisait probablement exprès de mal orthographier certains mots pour essayer de faire croire que c'était pas quelqu'un d'intelligent. Malheureusement, personne n'a vu la personne qui a écrit ce message, mais la police a tout de même trouvé des crayons Crayola sur les lieux et ils les ont fait tester afin de rechercher d'éventuelles empreintes, mais malheureusement, ça n'a rien donné. La police diffuse ce message dans les médias dans l'espoir de retrouver la personne qui l'a écrit. Ils reçoivent bien quelques informations, mais malheureusement, aucune ne permet de résoudre l'enquête. Or, à cette époque, la police pensait vraiment que la personne qui avait écrit ces messages allait mettre ses menaces à exécution. Les policiers s'étaient donc préparés à cette éventualité, mais les mois ont passé et le tueur n'est toujours pas passé à l'attaque. L'enquête n'avance toujours pas et peu à peu, le cas d'April tombe dans l'oubli. Lorsque 16 ans plus tard, pendant le week-end du Memorial Day en 2004, 4 notes écrites sur du papier jaune qui auraient donc été écrites par le meurtrier de Tinsley sont trouvées dans la région de Fort Wayne. 3 de ces notes ont été laissées sur des bicyclettes qui appartenaient à des fillettes âgées entre 5 et 9 ans. Ces notes étaient glissées dans des sacs plastiques hermétiques et les 2 premières notes disaient « Salut chérie, je t'ai observé. Je suis la même personne qui a kidnappé, violé et tué April Tinsley. Voici un cadeau pour toi. Tu es ma prochaine victime. Ha ha ha. » Et le cadeau en question était un préservatif usagé contenant du sperme. La 3e note contenait un message différent qui disait « Salut chérie, je t'ai observé, je suis la même personne qui a kidnappé, violé et tué April Tinsley. Tu es ma prochaine victime si tu ne rapportes pas ça à la police et que je ne vois pas ça dans le journal de demain ou dans les nouvelles locales. Je ferai exploser ta maison, tuant tout le monde, mais toi, tu seras mienne. » Et un préservatif usagé contenant du sperme avait également été glissé dans le sac plastique. Une 4e fillette avait quant à elle reçu dans sa boîte aux lettres une note qui disait « J'ai hâte de mettre mes mains sur toi ». Mais cette fois, en plus du préservatif usagé, la personne avait glissé dans le sac plastique hermétique 10 photos Polaroid de lui, nu de la taille aux pieds. La police envoie alors les préservatifs à un laboratoire pour que des analyses ADN soient effectuées et les résultats confirment que c'est le même ADN que celui qui a été retrouvé sur April. Le tueur avait donc bien écrit ces 4 notes et collecté sa propre semence à plusieurs reprises. Malheureusement, il ne se trouve dans aucune des bases de données nationales. La police décide de partager ses notes avec le public, persuadé que quelqu'un reconnaîtra l'écriture, et effectivement, ça va permettre de relancer l'enquête et de générer de nouvelles pistes, dont une qui semble particulièrement prometteuse. En effet, un homme contacte la police pour leur dire qu'il pense que son père a tué April, car la manière d'écrire du tueur lui rappelle celle de son père. En plus de cela, c'est un pédophile qui vivait à seulement quelques pâtés de maison de l'endroit où le corps d'April avait été retrouvé et il possédait un appareil photo Polaroid ainsi qu'un pick-up bleu qu'il avait fait repeindre quelques jours après la mort d'April. L'homme est immédiatement embarqué au poste par la police pour y être interrogé. Il affirme qu'il ne connaissait pas April, mais qu'il avait effectivement entendu parler d'elle, car sa fille avait l'habitude de jouer avec elle. La police ne le croit pas et lui demande son alibi le jour de la disparition d'April. Il affirme qu'il travaillait ce jour-là, mais la police ne le croit pas. Les officiers vérifient donc son alibi et ils découvrent qu'il ne travaillait pas le 1er avril, jour de la disparition d'April, et qu'il n'avait pas non plus travaillé le 4e jour, soit le jour de la découverte du corps d'April. Il n'est retourné au travail que le 5e jour. Il est également interrogé au sujet de son pick-up et il admet qu'il en avait bien un à l'époque, mais qu'il l'avait vendu à un voisin juste avant la disparition d'April. Et il leur explique que ce n'est pas lui qui a repeint la voiture, mais bien son voisin.
On lui demande le nom de ce fameux voisin, mais il dit ne pas se souvenir de son nom de famille et juste du prénom. La police ne le croit pas et demande un mandat de perquisition afin de pouvoir fouiller son domicile. Il découvre de nombreuses preuves semblant l'incriminer. Le premier est un bloc-notes dont le papier d'ailleurs est similaire à celui utilisé par le tueur, ainsi qu'un appareil photo Polaroid. À ce moment, il devient le suspect principal de l'affaire et la police est littéralement convaincue de tenir son homme. Son ADN est alors comparé à celui retrouvé sur la scène de crime et au sperme retrouvé avec les notes. Mais surprise, son ADN ne matche pas. Les enquêteurs sont dévastés, mais n'abandonnent pas et se remettent aussitôt au travail. En 2009, l'unité d'analyse comportementale du FBI crée un profil du suspect. Il est décrit comme un agresseur sexuel d'enfants dit préférentiel, ce qui signifie qu'il a un désir sexuel pour les enfants, spécialement d'ailleurs pour les petites filles qui n'ont pas atteint la puberté. Et cette préférence ne disparaîtra pas avec le temps. Selon eux, ce serait un homme blanc d'une quarantaine ou cinquantaine d'années, vivant ou travaillant dans le nord-est de Fort Wayne, dans le comté d'Allen, en Indiana, et ayant un revenu faible à moyen. En 2012, le cas d'April est abordé dans l'émission America's Most Wanted et John Welch, le présentateur, explique qu'un sextoy a été retrouvé dans un sac de shopping à côté du corps d'April. Et ce sextoy était vraiment unique. La police pensait qu'un ancien partenaire sexuel du tueur aurait pu s'en souvenir. Des milliers de personnes appellent pour donner des informations. Malheureusement, aucune piste ne débouche sur quoi que ce soit. La police explore toutes les nouvelles technologies en matière de sciences médico-légales, dont la phénotypie, qui est l'analyse du phénotype. C'est exactement ce qu'a fait le FBI en essayant de faire un profil type de sa personnalité. Là, avec son ADN, on essaye de dresser le profil physique du suspect. Et surtout de ce à quoi il pourrait ressembler à 50 ans. Le portrait robot est mis à jour et diffusé début mai 2016, mais malheureusement, personne ne reconnaît le suspect. Mais la police ne s'arrête pas en si bon chemin et décide d'entrer l'ADN du meurtrier dans un site internet appelé GEDmatch qui permet de comparer des échantillons ADN à ceux d'autres personnes ayant effectué des tests ADN commerciaux. Cela peut permettre d'identifier un membre de la famille du meurtrier, voire le meurtrier lui-même. En tout cas, s'il a été tenté de faire ce type de test. Ensuite, le travail d'un généalogiste a permis de limiter la liste des suspects à 2 frères. L'un d'eux était un homme de 59 ans s'appelant John D. Miller, qui vivait à Greybull, dans l'Indiana. Ses voisins le décrivaient comme un homme colérique et violent. Un jour, la police a récupéré le contenu de sa poubelle et ils ont retrouvé à l'intérieur des préservatifs usagés. Et l'ADN retrouvé à l'intérieur est comparé à celui retrouvé sur la scène du crime. Et devinez quoi ? C'est un match. La police se présente alors à son domicile le 15 juillet 2018. Donc imaginez le nombre d'années qui a passé. Et il lui demande de les suivre au commissariat pour discuter. Il lui lise ses droits et il lui demande s'il sait de quoi ils veulent lui parler. Ce à quoi le suspect aurait répondu spontanément. April Tinsley. Pendant son interrogatoire, il avoue avoir kidnappé April. Il explique qu'il lui a demandé de monter dans sa voiture, puis qu'il l'a emmenée dans sa caravane, où il l'a violée et étranglée à mort, et ce, à main nue. Une fois morte, il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a sorti le corps de la malheureuse avant de s'en débarrasser à l'endroit où l'homme qui faisait son jogging l'a retrouvé. Il est alors inculpé de meurtre, pédophilie et séquestration. Le 19 juillet, il plaide non coupable et en décembre, il finit par plaider coupable. Son procès a eu lieu en décembre 2019, donc vraiment c'était très 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 récent et il a été condamné à 80 années de prison. 50 ans pour le meurtre d'April et 30 ans pour pédophilie. Les amis des Tinsley
ont aidé à créer un jardin mémorial en l'honneur d'April. Janet, la mère, a expliqué dans une interview qu'elle visite souvent ce jardin et que savoir à quel point April était aimée par sa communauté lui apportait énormément de réconfort. Même si cette histoire est une tragédie, on peut être heureux qu'après toutes ces années, justice ait été rendue pour April grâce au travail. Il faut le dire, c'est pas tout le temps le cas, mais grâce au formidable travail de la police de Fort Wayne, qui n'a jamais cessé de travailler sur ce cas. Et le fait que son meurtrier soit derrière les barreaux, peut nous rassurer sur le fait qu'il ne pourra jamais plus faire de mal à un autre enfant. Et puis, soyons également heureux qu'il ait fait le malin, parce que s'il n'était pas parti écrire des choses à gauche à droite, ou qu'il n'avait pas envoyé son sperme ici et là, peut-être que l'enquête n'aurait pas été relancée avec autant de ferveur. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, et à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.